Donc je voudrais vous parler d'une proposition d'un gel biodégradable pour l'extraction de traces métalliques excédentaires. Alors, on en a déjà entendu parler, vous êtes très sensibilisés à ça, il y a des dangers de différents métaux, il y a différents types de métaux dans le corps. Je veux juste dire qu'il faut un minimum nécessaire de certains types de métaux dans le corps, que ce soit pour les métalloprotéines, pour les respirations, pour les processus enzymatiques ou les structurations des protéines, il y en a. Et puis il y a des métaux, ça peut être les mêmes, qui sont considérés comme bons métaux, qui peuvent être toxiques sur certaines formes ou sur certaines doses. En fait, les métaux, s'ils sont à la forme libre, avant qu'ils soient vraiment internalisés dans ce qu'il faut, eh ben, ils peuvent avoir des effets. Des effets, on en a entendu parler un petit peu tout à l'heure, c'est l'effet de stress oxydant. Ils peuvent catalyser la décomposition et avoir des processus qui soient gênants. Ces processus, on le retrouve dans le stress oxydant, le vieillissement, des situations inflammatoires, ou même tout simplement, dans certains cas, sur le développement de pathogènes, parce que les bactéries aussi en ont besoin pour se reproduire. Tu disais aussi sur l'organométane tout à l'heure. Et puis il y a des métaux qui ne sont pas bons du tout, qui n'ont rien à faire dans le corps et qui sont toxiques à tout. C'est souvent ce qu'on appelle les métaux lourds. Plomb, cadmium, aluminium sont considérés dans cette partie-là, même si l'aluminium n'est pas vraiment un métal lourd du point de vue chimique. Donc l'objectif de MaxBrain, c'était sur différentes questions. C'était plus sur les maladies neurodégénératives au début. On s'est dit, tiens, on va essayer de soigner les dérégulations de l'homéostasie métallique. Alors, ça, c'est plus le truc classique. Si, pour une certaine catégorie d'âge, c'est les bons métaux et les mauvais métaux. Vous voyez à quelle allusion on peut faire. La distinction entre oligométaux et métaux lourds. Les bons métaux, c'est ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure, peuvent venir sous certaines conditions, ils peuvent devenir mauvais. Avec moi, on essaie de se positionner là. Et par exemple, dans certains cas, il peut y avoir des pollutions, des différences d'homéostasie métallique. Il y a certaines maladies génétiques qui n'arrivent pas à traiter une partie de ces métaux. Par exemple, le cuivre, dans ces maladies métalliques, la maladie de Wilson, peut arriver à être vraiment très toxique. Et on positionne le premier essai clinique dans le cas de MaxBrain pour l'extraction de ces métaux excédentaires. Bon, ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est qu'il y a effectivement clairement des médicaments qui existent pour aller extraire ces métaux, ce qu'on appelle des médicaments chélatants. C'est des petites molécules, une qui est connue mais qui n'est pas forcément le plus utilisée, c'est les EDTA, quelquefois on s'en sert pour déboucher les aiguilles, c'est très schématique, et encore c'est pas tout à fait ça. Mais en gros, c'est des médicaments qui sont arrivés, c'est des petites molécules qui vont aller entourer le métal et qui vont vous le virer du corps. Alors on en met beaucoup. La problématique de ces médicaments chélatants, c'est quand vous avez une grosse intoxication, il n'y a pas de souci pour en mettre parce que vous avez vraiment beaucoup de métaux à faire. Et quand vous avez des petites traces insidieuses de métaux, et pour aller récupérer ces médicaments, pour aller récupérer ces excès de métaux qui sont en faible concentration, vous allez prendre plein de bons métaux avec vous. Et du coup, le rapport effet secondaire sur effet n'est pas toujours efficace. C'est ce que je disais tout à l'heure, que dans certains pays, ce rapport les gens sont plus souples sur ce type de rapport. Un des cas les plus classiques qui aurait été pu voir, c'est sur l'autisme, où il y a une suspicion de problématique de l'autisme, d'accord, avec des métaux, où en fait 10% des autistes aux États-Unis prenaient des médicaments chélatants pour les jeunes. Il y a eu plein d'effets secondaires derrière, donc il faut faire attention. Bon, voilà en tout cas, l'idée, indépendamment de tout ça, c'est que c'est efficace, ces médicaments chélatants, mais risquent d'être trop efficaces, en tout cas pas assez adaptés à la cible. Et dans la suspicion des implants, sur des cas de problématiques où il y a des faibles traces, on ne peut pas se faire. Alors l'extraction ciblée de métaux spécifiques est un enjeu clinique. Alors les médicaments chélatants, je vous l'ai dit, c'est quand ça peut aller par exemple dans le cas du cuivre avec la maladie de Wilson, la maladie génétique. Si vous avez des intoxications au plomb, genre saturnisme ou une grosse intoxication, vous les mettez sous des médicaments chélatants très vite. Si vous êtes au-delà de la norme, c'est-à-dire que vous avez une suspicion, si vous avez une contamination au plomb, mais qu'elle n'est pas énorme et que vous n'avez pas de signe clinique, on met rarement ce médicament chélatant. On essaye de regarder, on essaye d'éloigner de la source de contamination, mais il n'y a pas de traitement. C'est un peu ça le message qu'il peut y avoir. Là, j'ai plus de petits voilà. Et le fer hémochromatose, alors soit on fait des saignées, parce que ça arrive à éliminer pas mal de fer, soit dans certains cas, on met des médicaments chélatants. Des traces de métaux sont fortement suspectées dans différentes autres pathologies. C'est plomb, cadmium dans les maladies cardiovasculaires ou dans les maladies en lien avec les reins. Mais ils sont en faible trace et dans ces conditions, on ne met pas de médicaments à ce niveau-là. Nickel, chrome, aluminium, plomb dans les maladies neurodégénératives, c'est aussi suspecté. Quand on voit les traces, alors on ne sait pas si c'est cause ou conséquence aussi, mais ils sont suspectés dans les développements de Parkinson. Il y a un essai qui est fait, peut-être aussi d'Alzheimer aussi. Et puis j'ai mis dans les intoxications issues, vous avez vu les différentes études. Est-ce qu'on a vu clairement qu'il y avait des traces de métaux qui arrivaient, sur l'exemple qui a été présenté par François. Est-ce que c'est lié? Non. Alors le produit qu'on a fait, nous pour aller extraire des grosses concentrations de métaux, l'approche c'est qu'on essaie d'utiliser un polymère ultra chélatant qu'on a collé
et qu'on l'associe à des dialyses. Dans ce cas-là, c'est parti. On a des extractions de grosses quantités de métaux quand on veut être bien ciblé. Ça, on le fait pour le Wilson. Dans ce cas-là, nous, ce qu'on pouvait proposer, c'est essayer de mettre un gel biodégradable en sous-cutané, qui va être là pendant plusieurs semaines, et le gel va capter progressivement des traces ultra spécifiques de cations métalliques. Il va les capter, le cation il est là, on arrive à avoir cette partie spécifique, et puis il va se dégrader progressivement, il va prendre le cation et l'éliminer par les voies naturelles derrière. C'est un peu ça l'approche qu'on pourrait proposer, et c'est une approche qu'on essaye de développer, nous, pour cette situation notamment de traitement de cuivre dans les maladies de Wilson, quand c'est du traitement journalier, pour avoir un gel qui vous permet de réguler l'homéostasie du cuivre, ou dans des cas d'intoxication pour le cadmium, pour essayer aussi de réguler ça et diminuer la concentration. Donc ça, c'est une approche qu'on peut faire. Cette approche est actuellement proposée dans les 3 pathologies, maladie de Wilson, métaux lourds, cadmium, plomb, et liée aussi à des contaminations localisées. C'est-à-dire qu'on peut faire ce gel directement sous-cutané, il va aller capter dans le fluide un peu les métaux, il va y avoir un équilibre avec le plasma, et ainsi de suite. Ça va être lent, ça ne va pas être des grosses concentrations, mais ça peut être exactement le surplus qui va être. Alors, est-ce qu'on en est? Le gel, on l'a déjà fait, on va être en essai clinique, mais pas du côté gel de la molécule pour l'application avec Wilson, mais côté dialyse. Pour le gel implanté directement, on est à des essais précliniques, on a entendu l'IRM tout à l'heure. Là, c'est l'IRM sur un animal, on a injecté sur un animal le gel. On le voit très bien avec le type d'IRM ici. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est un gel biodégradable et qu'il n'y a pas de signe de toxicité. On voit le volume du gel qui diminue et puis le produit qui est en train de se progressivement décomposer. Voilà, on en est. Alors après, on reprend cet essai ici, et là on l'a suivi par fluo, on arrive à voir. Donc ça, c'est une étude qui a été faite en Italie, à Turin, en IRM, et là c'est une étude qui a été faite en France, directement à Lyon, où on voit la dégradation du gel progressif sur plusieurs exemples, et à 17 jours, on n'a quasiment plus rien dans le cas de ces soins. Alors le cas des implants est sûr, nous pensons que ce gel biodégradable d'extraction peut capter des traces anormales de métaux circulants, comme le nickel, le chrome, l'étain de ou 4+, pas l'organoétain, nous on capte que les cations, l'organoétain s'il est formé on ne pourra pas le capter, à la rigueur on peut jouer sur des équilibres. 3 métaux suspectés dans les contaminations liées aux implorissures, on a vu qu'il y avait des cocktails et peut-être d'autres aussi. En gros, tout ce qui est métaux de transition ou métaux lourds, on arrive à les capter et on peut ajuster. L'idée c'est faire une sorte d'implantation, voilà le gel qui arrive, d'accord, on le voit. Il va capter progressivement les métaux, et même s'il n'est pas très efficace en termes de cinétique ou capacité, avec le temps d'implantation de plusieurs semaines, on peut espérer qu'on va avoir une purification. Alors soit une purification du sang si c'est un gel sous-cutané, soit si c'est une implantation locale, et va avoir un impact plus local sur les traces qu'on a vues dans les différentes listes. Propriétés d'extraction sont des polymères à base de chitosane, hop, j'ai tout ça, audio-compatibilité et sécurité. Chitosane, c'est issu du crabe. Gel injectable, haute stabilité, biodégradation progressive, j'ai lu les chélateurs, haute efficacité de piégeage de métaux lourds, élimination, c'est ce que j'ai mis. Ce gel apporte d'autres perspectives cliniques pour une thérapie anti-lissure, c'est ce qu'on avait fait. Un des essais cliniques, ça c'est vraiment très très prospectif à ce niveau-là, mais c'est les discussions qu'on avait commencé à faire avec l'équipe et les collaborateurs de Michel, c'est de dire, du coup, si on veut faire le first in woman, ça c'est la première application chez la femme de ce qu'il pourrait y avoir ici, c'est une preuve de concept, c'est-à-dire qu'on prend des patients volontaires avant ou après explantation, on met un gel de 5 ml, on fait le suivi, d'abord safety bien entendu pour voir ce qu'il y a, et puis après ce qu'on pourrait regarder, c'est l'efficacité clinique, aussi l'amélioration clinique, mais d'abord tout ce qui est surrogate et la concentration des éléments circulants dans le sang, même si c'est des traces, qui sont au niveau du microgramme par litre, voire même moins, est-ce qu'on a un effet quand ça se gèle à d'expansion? Voilà. Je vous remercie pour votre attention et ça c'est les personnes.